Je m'appelle Manon, j'ai 30 ans et je suis ingénieure en informatique. La maison de notre famille à Rennes, où je vivais avec mes parents, avait toujours été tout pour moi. J'avais mis tout mon cœur dans cet endroit, croyant qu'il serait à jamais mon seul refuge sûr. Chaque mur, chaque porte portait le poids de mes efforts et des rêves que j'avais nourris pendant des années. Puis, un soir au dîner, ma mère a claqué sa fourchette contre la table. Le son a traversé la pièce comme une sentence prononcée. « Tu as 48 heures pour déménager tes affaires », a-t-elle crié. « Cette maison appartient à ta sœur maintenant. » Mon père s'est contenté de hocher la tête, les yeux fixés sur son assiette. Et ma sœur, qui vivait loin à Marseille, se souciant à peine de cette maison, s'est soudain vue tout remettre. J'ai regardé autour de moi, me souvenant comment j'avais porté le poids de cette maison, pris soin de chaque recoin et l'avais maintenue debout comme un véritable foyer. Tous ces sacrifices, tous ces efforts anéantis en une seule phrase cruelle. Celle qui n'avait rien donné était récompensée par tout, tandis que j'étais mise de côté comme si je n'avais jamais appartenu à cet endroit. Je me suis figée. Mon cœur battait la chamade. L'air était épais et suffocant. Leurs mots coupaient comme des couteaux, mais discuter était inutile. Je me suis levée calmement, je suis allée dans ma chambre, j'ai serré mon téléphone et j'ai commencé à planifier quelque chose qu'ils ne verraient jamais venir. Ils pensaient que je partirais simplement. Faux. Dans 48 heures, lorsque ma sœur entrerait dans cette maison, elle souhaiterait ne l'avoir jamais fait. Avant de continuer, je voudrais savoir quelle heure il est en ce moment et de quelle ville vous regardez. Laissez un commentaire pour que je puisse voir jusqu'où mon histoire a voyagé. Le lendemain matin, je me suis réveillée dans notre maison de Rennes, le poids des mots de ma mère toujours lourd. J'avais passé des années à faire de cette maison la nôtre, croyant que c'était une promesse partagée. En vivant avec mes parents, j'avais assumé leur fardeau, versant mon cœur et mes économies dans chaque recoin. Après leur krach financier il y a 5 ans, j'étais intervenue. Mon travail d'ingénieur en informatique était bien rémunéré, alors j'avais couvert le prêt immobilier, 80 000 € sur 3 ans, quand ils ne pouvaient pas le faire. Je n'avais pas hésité. C'était notre maison, là où j'avais grandi, où chaque souvenir me semblait sacré. Je me souviens encore du jour où la banque avait appelé, menaçant de saisir. Mon père était assis à la table de la cuisine, la tête dans les mains, des papiers éparpillés. Ma mère faisait les 100 pas, la voix serrée par l'inquiétude. « Nous allons tout perdre », avait-elle dit. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. J'avais vidé mes économies, fait des heures supplémentaires et remboursé le prêt. Le soulagement sur leur visage en valait la peine. Du moins, c'est ce que je pensais. J'avais peint le salon d'un beige chaleureux, remplacé les lattes de parquet gondolées et réparé les escaliers grinçants. Chaque clou que je martelais me semblait une promesse de nous garder ensemble. Ma sœur, cependant, était un fantôme. Vivant à Marseille, elle appelait peut-être 2 fois par an, toujours trop occupée par son travail de marketing. Quand j'avais mentionné le prêt immobilier, elle avait ri. « C'est ton truc, Manon », avait-elle dit un jour, sa voix empreinte de dédain. Je lui avais envoyé des photos du nouveau salon, de nouveaux rideaux, d'un canapé moelleux pour lequel j'avais économisé, elle n'avait pas répondu. Je m'étais dit que ça n'avait pas d'importance. Je faisais ça pour nous, pour la famille. Je me promenais dans la maison la nuit, touchant les murs que j'avais peints, sentant qu'ils étaient miens, mais il y avait des fissures sous la surface. Mes parents s'appuyaient de plus en plus sur moi chaque année. Ma mère demandait juste un peu d'aide pour les factures, et je les couvrais. Mon père avait arrêté de travailler après un licenciement et je payais les réparations de sa voiture. Ça ne me dérangeait pas, du moins pas à l'époque. Je pensais que nous formions une équipe. Je m'asseyais dans le salon, celui que j'avais rendu confortable avec des coussins et un tapis, et j'imaginais vieillir ici, peut-être élever mes propres enfants un jour. La maison n'était pas seulement un bâtiment. C'était la preuve que je pouvais maintenir les choses ensemble. Avec le recul, j'ai raté les signes. Les appels de ma mère à ma sœur devenaient plus longs, son ton plus doux qu'avec moi. Mon père mentionnait sa vie à Marseille, son succès avec une fierté que je n'avais jamais entendue pour moi. J'avais balayé ça, je m'étais dit que c'était normal. C'étaient mes parents. Ils ne me mettraient jamais dehors. Mais le dîner d'hier soir m'avait prouvé le contraire.
Leur décision de donner la maison à ma sœur n'était pas seulement injuste. C'était une gifle. Chaque euro que j'avais dépensé, chaque heure que j'avais travaillé me semblait volée. Je me suis dirigée vers le salon, fixant le canapé que j'avais acheté. Ce n'était pas seulement un meuble. C'était le mien, payé avec mes chèques d'heures supplémentaires. La télévision, la machine à laver, les rideaux, tout était à moi. S'ils voulaient que je parte, je m'assurerais qu'ils sentent ce que j'avais donné. Ma sœur n'avait pas levé le petit doigt, mais elle allait entrer dans une maison que j'avais bâtie. Pas si je pouvais l'empêcher. J'ai sorti mon ordinateur portable, mes mains maintenant stables. Je n'allais pas supplier ni pleurer. Je leur montrerais exactement ce qu'ils jetaient. En début d'après-midi, j'avais besoin de réponses. Alors, j'ai appelé Chloé, ma meilleure amie depuis nos jours d'université à l'université de Rennes. Elle est avocate maintenant, avec un esprit vif et une attitude sans fioriture. Toujours mon recours quand la vie se complique. Assise sur mon lit, entourée des murs familiers de notre maison familiale de Rennes, j'ai déversé le chaos de la nuit dernière. Je lui ai raconté comment ma mère avait claqué sa fourchette, sa voix coupant l'air avec cet ultimatum de 48 heures, et comment mon père était resté assis là, silencieux, la laissant donner la maison à ma sœur. Chloé n'a pas interrompu, elle a juste écouté, son calme et sa concentration me réconfortant. « As-tu des documents légaux pour la maison ?» a-t-elle demandé, son ton tout en affaires. « Quelque chose de tes parents ou d'avant eux ?» J'ai mentionné mon grand-père qui possédait cet endroit avant de décéder il y a 2 ans. J'avais toujours pensé que cela revenait à mes parents après sa mort. Chloé est restée silencieuse un instant. « Donne-moi 1 heure, a-t-elle dit. Je vais vérifier quelque chose. J'ai passé cette heure agitée, arpentant le couloir, l'esprit en ébullition. Le visage de mon grand-père me revenait sans cesse, ses mains usées, sa voix rauque me racontant des histoires sur le perron, comment il avait construit cette maison brique par brique. Il me regardait, ses yeux plissés, et disait, « Manon, cet endroit sera toujours à toi. » J'avais souri, pensant que c'était juste sa façon de me faire sentir spéciale. Maintenant, je n'en étais plus si sûre. J'ai fouillé dans une vieille boîte de mon placard, en sortant des photos de lui debout près du chêne dans le jardin, son bras autour de moi. Le souvenir piquait, vif et cru, sachant que mes parents avaient tout ignoré. Chloé a rappelé, sa voix tendue par l'urgence. « Manon, tu ne vas pas le croire. » Elle avait contacté un collègue en droit des successions et avait retrouvé le testament de mon grand-père au greffe du tribunal de Rennes. Mes parents ne l'avaient jamais mentionné, pas une seule fois. Chloé a lu le document au téléphone, chaque mot frappant comme un marteau. Mon grand-père m'avait laissé la maison, à moi seule, pas à mes parents, pas à ma sœur. Le testament était signé, notarié et déposé 3 ans avant sa mort, me désignant comme l'unique héritière de la propriété de Rennes. Je me suis effondrée sur le lit, les mains tremblantes. Comment n'étais-je pas au courant, ai-je murmuré. La voix de Chloé est devenue froide. Tes parents avaient accès au testament. Ils ont choisi de te le cacher. La vérité m'a frappée comme un coup de poing. Mon père et ma mère, les personnes en qui j'avais eu confiance toute ma vie, avaient caché la dernière volonté de mon grand-père pour donner la maison à ma sœur. Je voyais tout clairement maintenant. Leurs longs appels téléphoniques avec elle, leur fierté pour sa vie à Marseille, leur silence sur mes sacrifices. Ils m'avaient regardé verser 80 000 € dans cet endroit, réparer chaque pièce cassée, et ils avaient quand même prévu de la donner à quelqu'un qui n'avait pas mis les pieds ici depuis des années. Ma poitrine s'est serrée, un mélange de colère et de blessure. Ce n'était pas seulement une injustice. C'était un coup de poignard délibéré dans le dos, une trahison de tout ce que j'avais cru sur la famille. Je me suis levée, la mâchoire serrée, et je me suis dirigée vers la cuisine. La vieille tasse à café de mon grand-père était sur le comptoir, une relique ébréchée que j'avais gardée. La tenant, je me suis souvenue de sa promesse, de sa confiance en moi. Ils avaient essayé d'effacer cela, de réécrire son héritage pour leurs propres raisons. Pourquoi ? Parce que ma sœur avait une famille. Parce qu'ils pensaient que j'accepterais simplement. Je n'étais pas sûre, mais ça n'avait pas d'importance. Ils avaient franchi une limite, et je n'allais pas les laisser gagner. Chloé a interrompu mes pensées. Ce testament est en béton,
Manon, a-t-elle dit. Tu as des droits légaux sur la maison. Nous pouvons contester cela. Ces mots étaient comme une bouée de sauvetage me tirant du brouillard. Je ne savais pas encore exactement quoi faire, mais je savais que je ne partirais pas. J'ai attrapé un carnet dans le tiroir, mes mains plus stables maintenant, et j'ai commencé à lister tout ce que je pouvais utiliser. Relevé bancaire, reçu, preuve de mes contributions. Chloé a promis de me rencontrer le lendemain matin pour discuter de nos options. Elle a mentionné quelques démarches légales que nous pouvions entreprendre, comme déposer une demande pour faire appliquer le testament, mais nous devions agir vite. Mes parents pensaient qu'ils m'avaient prise au dépourvu, que je ferais mes valises et partirais. Ils n'avaient aucune idée de ce dont j'étais capable. Je me suis assise à table, un stylo à la main, prête à me battre pour ce qui était à moi. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt, mon carnet toujours ouvert de la planification de la veille. Mes parents étaient partis, rendant visite à des amis à Montpellier, laissant la maison silencieuse. Je me suis tenue dans le salon, fixant le canapé que j'avais acheté avec mon premier gros chèque, une pièce gris moelleux qui avait mis des mois à être économisée. Si j'étais forcée de partir, je ne laisserais pas mes affaires derrière moi pour que ma sœur les réclame. J'ai pris un stylo et j'ai commencé à lister chaque article que j'avais payé, la télévision à écran plat montée au mur, la machine à laver en acier inoxydable au sous-sol, les rideaux que j'avais choisis pour correspondre à la peinture beige que j'avais moi-même appliquée. Chaque article me semblait une partie de moi, la preuve de mes années à maintenir cette maison en vie. J'ai appelé Chloé pour finaliser notre stratégie juridique. Elle était déjà à son bureau, sa voix claire au téléphone. Nous allons déposer une demande pour faire appliquer le testament de ton grand-père, a-t-elle dit. C'est simple, mais nous avons besoin de preuves de tes contributions. J'ai sorti un dossier rempli de reçus. Chaque achat, chaque réparation, chaque euro que j'avais dépensé. Chloé a suggéré d'obtenir une déclaration sous serment notarié pour documenter mon rôle financier, et nous avons convenu de nous rencontrer plus tard pour la signer. J'ai ressenti une poussée de contrôle, comme si je reprenais enfin ce qui était à moi. Mais d'abord, je devais sécuriser mes biens. J'ai cherché en ligne des entreprises de déménagement à Rennes et j'ai trouvé, Les Déménageurs Bretons, une entreprise locale avec de bonnes critiques. J'ai appelé et j'ai parlé à un homme nommé Thomas, expliquant que j'avais besoin d'un travail urgent. Pouvez-vous le faire aujourd'hui, ai-je demandé, ma voix ferme. Il a hésité, puis a accepté d'envoyer un camion d'ici midi. Je lui ai donné la liste, la télévision, le canapé, la machine à laver, quelques articles plus petits comme le micro-ondes, et ma commode de chambre. Ce sont des biens personnels, lui ai-je dit. Je prends ce qui est à moi. Thomas n'a pas posé de questions, il a juste confirmé l'adresse et m'a donné un prix. J'ai raccroché, mon pouce stable, sachant que c'était la bonne décision. En attendant, j'ai parcouru la maison, vérifiant ma liste. La table de la cuisine, un héritage de mon grand-père, n'était pas à moi, mais les chaises avaient été achetées l'année dernière après que ma mère se soit plainte des anciennes. Je les ai marquées avec des post-it, indiquant ce qui restait et ce qui partait. Le processus était méthodique, presque apaisant, comme si je récupérais des morceaux de ma vie. J'ai évité de penser à mes parents ou à ma sœur, me concentrant plutôt sur la tâche. Chaque article que je marquais était un rappel que c'était mon travail, mon argent, ma maison. Vers 10 heures, la sonnette a retenti. C'était Madame Duval, notre voisine d'en face, une femme gentille d'une 60aine d'années qui nous apportait toujours des gâteaux à Noël. Elle m'avait vu par la fenêtre faire les 100 pas et est venue prendre des nouvelles. « Ça va, Manon ?» a-t-elle demandé, ses yeux doux d'inquiétude. Je ne lui ai pas parlé du testament ou de la décision de mes parents, c'était trop douloureux, mais j'ai admis que je déménageais des choses. « C'est compliqué, ai-je dit, forçant un sourire. Elle m'a serré le bras. « Tu as toujours été bonne avec cette maison. Quoi qu'il arrive, tu ne mérites pas ça. » Ces mots m'ont frappé durement, et j'ai cligné des yeux pour retenir mes larmes, reconnaissante de son soutien. Monsieur le maire, un autre voisin, est passé peu après, ses bottes de travail encore poussiéreuses de son quart du matin. Il connaissait bien mon grand-père, toujours à échanger des histoires de pêche. Cet endroit comptait beaucoup pour lui, a-t-il dit, en jetant un coup d'œil autour de lui. Et pour vous ?
J'ai hoché la tête, incapable de parler. Leur gentillesse m'a donné de la force, un rappel que je n'étais pas seule, même si ma famille m'avait tourné le dos. Je les ai remerciés, promettant d'expliquer plus tard, et ils sont partis avec de silencieux hochements de tête, me laissant à mon travail. Les déménageurs sont arrivés à midi, une équipe de 3 hommes avec une camionnette blanche. Je les ai guidés à travers la maison, leur montrant les articles étiquetés. Ils ont travaillé vite, transportant le canapé et la télévision jusqu'au camion, enveloppant la machine à laver dans des couvertures pour éviter les rayures. Les regarder emporter mes affaires me semblait étrange, comme si je démantelais ma vie, mais aussi juste. Je ne donnais pas un cadeau à ma sœur. Chloé a rappelé, confirmant l'heure de notre rendez-vous et me rappelant de garder les reçus des frais de déménagement. Cela renforce ton dossier, a-t-elle dit. J'ai acquiescé, ma résolution s'endurcissant. En fin de matinée, la maison semblait plus vide, mais je me sentais plus forte. Mes parents et ma sœur pensaient pouvoir effacer ma place ici. Ils allaient apprendre le contraire. En milieu d'après-midi, la maison semblait vide, mes affaires parties avec les déménageurs. Je me suis tenue dans le salon, ces murs nus faisant écho à l'absence du canapé et de la télévision que j'avais emportée. Le silence a été brisé par un coup sec à la porte. J'ai ouvert pour trouver ma sœur Clara debout là, sa valise à ses pieds, les yeux plissés comme si elle possédait déjà l'endroit. Elle était arrivée de Marseille, pensant probablement qu'elle entrerait dans une maison entièrement meublée. Je me suis préparée, sachant que ce ne serait pas civil. Clara m'a dépassée, ses talons claquant sur le parquet. « Où est tout ?» a-t-elle lancé, scannant le salon vide. Sa voix était perçante, empreinte de droit. J'ai croisé les bras, restant près de la porte. J'ai pris ce qui est à moi, ai-je dit, en gardant mon ton égal. Elle s'est retournée, son visage rougissant. À toi. Maman et papa ont dit, cette maison est à moi maintenant. Tu n'as pas à la dépouiller. J'ai fait un pas en avant, ma voix stable, mais froide. J'ai payé pour ce canapé, la télévision, la machine à laver, tout ce que j'ai pris. Tu n'as pas contribué un centime. Ses yeux se sont écarquillés, mais elle n'a pas reculé. Tu penses avoir le droit parce que tu as dépensé de l'argent, a-t-elle rétorqué. C'est ma maison maintenant, Manon. Tu es dehors. L'air crépitait de tension. J'ai serré les poings, combattant l'envie de crier. Tu n'es pas venu ici depuis des années, ai-je dit. J'ai maintenu cet endroit debout pendant que tu étais à Marseille, nous ignorant. Clara a ri, un son dur et amer. Oh, s'il te plaît. Tu es resté ici par pitié, jouant la bonne fille. Maman et papa m'ont choisi pour une raison. Ces mots m'ont blessé profondément, mais je n'ai pas tressailli. Ils ont mal choisi, ai-je dit, en m'approchant. Tu ne sais pas la moitié de ce que j'ai fait pour cette famille. Elle a traversé la maison en trombe, vérifiant la cuisine, le sous-sol, son visage devenant plus rouge à chaque recoin vide. Les chaises, les rideaux, a-t-elle crié, se tournant vers moi. Tu as tout pris. J'ai soutenu son regard. Seulement ce que j'ai payé. Tu veux une maison? Meuble-la toi-même. Les mains de Clara tremblaient alors qu'elle sortait son téléphone, sa voix tremblante de rage. Tu es incroyable. J'appelle maman et papa. Ils s'occuperont de toi. J'ai haussé les épaules, m'appuyant contre le mur. Vas-y. Ils ne sont pas là. Elle s'est figée, confuse. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai pas élaboré, j'ai juste regardé tandis qu'elle composait, ses doigts maladroits. Clara a fait les 100 pas dans la cuisine, le téléphone à l'oreille, sa voix montant alors qu'elle parlait à ma mère. Elle a tout saccagé. Maman, c'est vide. Je suis restée silencieuse, la laissant s'épancher. Elle a raccroché, me fixant. Il rentre de Montpellier ce soir, a-t-elle dit, son ton venimeux. Tu es finie, Manon. Je n'ai pas répondu, j'ai juste pointé la porte. Tu sais où est la sortie. Elle a attrapé sa valise, marmonnant entre ses dents, et est sortie en trombe, claquant la porte si fort que le cadre a tremblé. Je suis restée là, mon cœur battant, mais ma résolution ferme. Clara pensait qu'elle pouvait arriver et tout réclamer. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait.
J'ai verrouillé la porte, prête pour la prochaine étape. Ce soir-là, j'étais chez Chloé, dans son appartement du centre-ville de Rennes. Mes affaires étaient en sécurité dans un entrepôt à proximité. Mon téléphone vibrait sans relâche, le nom de ma mère clignotant sur l'écran. J'ai laissé la messagerie vocale se déclencher, sachant ce qui allait arriver. Clara les avait rappelés de Montpellier, et maintenant ils faisaient face aux conséquences de leur choix. Je n'étais pas prête à entendre leur voix. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai siroté un café sur le comptoir de la cuisine de Chloé, le poids des 2 derniers jours s'installant dans mes os. Quand j'ai finalement écouté le message vocal, la voix de ma mère était stridente, presque méconnaissable. « Manon, qu'as-tu fait ? Il y a un étranger dans notre maison. » La voix de mon père a coupé, lourde d'incrédulité. Un homme prétend qu'il en est le propriétaire maintenant. Explique-toi. Je n'ai pas rappelé. La vérité était qu'ils étaient entrés dans une réalité qu'ils avaient eux-mêmes créée. Chloé avait agi rapidement, utilisant le testament de mon grand-père pour faire valoir une revendication légale qui a révélé leur tromperie. La maison avait été vendue discrètement et légalement à un nouveau propriétaire, un investisseur local qui avait sauté sur l'occasion d'acheter une propriété à Rennes. Je n'avais pas orchestré la vente, mais j'avais mis les choses en mouvement en faisant valoir mes droits. Mon téléphone a sonné à nouveau, cette fois mon père. J'ai répondu, gardant ma voix stable. « Papa, je ne reviens pas », ai-je dit avant qu'il ne puisse parler. « Vous avez caché le testament de mon grand-père. Vous avez essayé de donner ma maison à Clara. » Il a balbutié, ces mots un mélange de colère et de choc. « Nous protégions la famille. Tu ne peux pas juste. » Je l'ai interrompu. « Vous avez protégé Clara, pas moi. Le testament était clair. C'est de votre faute. » J'ai raccroché, mes mains tremblantes, mais ma résolution ferme. Ma mère a appelé ensuite, son ton vif d'accusation. « Manon, tu nous déchires. Viens arranger ça. » J'ai pris une profonde inspiration, ma voix froide. J'ai fini de réparer vos erreurs. Parlez à Chloé du testament. J'ai mis fin à l'appel, éteignant mon téléphone. Chloé était assise en face de moi, son ordinateur portable ouvert, des papiers étalés. « Il panique », a-t-elle dit, ses yeux vifs. Le nouveau propriétaire a l'acte de propriété. Ils ne peuvent pas revenir en arrière. J'ai hoché la tête, fixant ma tasse de café. La maison pour laquelle je m'étais battue, celle dans laquelle j'avais mis ma vie, était partie, non pas parce que je voulais la vendre, mais parce que les actions de mes parents m'avaient forcé la main. J'ai ressenti un pincement de perte, mais aussi un étrange soulagement. Ils m'avaient sous-estimé, pensant que je céderais sous la pression. Ils avaient tort. Mes parents continuaient d'appeler, laissant des messages vocaux de plus en plus désespérés. « Manon, nous sommes ta famille », ma mère a plaidé dans l'un d'eux. « Tu ne peux pas nous faire ça. » Je n'ai pas répondu. Chaque message me semblait un fardeau, mais je refusais de le porter. Le testament de mon grand-père était mon bouclier, la preuve que cette maison était destinée à moi. Ce n'était pas moi qui avais brisé la confiance, c'était eux. Alors que la nuit avançait, je suis restée avec Chloé, planifiant mes prochaines étapes, sachant que je ne retournerai jamais dans cette maison ni dans les mensonges qu'elle contenait. Des mois plus tard, je me tenais dans mon nouvel appartement à Rennes, la lumière du soleil traversant la fenêtre. J'avais bâti ma propre vie, libérée du poids des attentes de ma famille. J'avais trouvé un emploi dans une petite, mais dynamique agence de marketing locale où mes idées étaient valorisées. Mes journées étaient remplies de réunions, de pauses café au bistrot en bas de la rue, et de soirées tranquilles à organiser mes meubles, mon canapé, ma télévision, les pièces que j'avais combattues pour conserver. Je n'avais pas parlé à mes parents ni à Clara depuis cette nuit chez Chloé, et j'avais bloqué leur numéro. Le silence était lourd au début, mais il m'a donné de l'espace pour respirer, pour redécouvrir qui j'étais sans leur ombre. J'ai appris par un ami commun que Clara s'était dépêchée d'acheter une nouvelle maison à Marseille. Elle s'attendait à hériter gratuitement de notre maison familiale, mais avec sa vente, elle a dû puiser dans ses économies. La nouvelle ne m'a pas apporté de joie, mais cela m'a semblé juste. Elle avait supposé qu'elle pouvait prendre ce qui n'était pas à elle, et maintenant elle apprenait le coup de cette arrogance.
Je l'imaginais dans sa vie polie à Marseille, signant des papiers de prêt immobilier, peut-être regrettant ses mots envers moi. Je ne m'y suis pas attardé. Mon attention était tournée vers l'avenir, pas sur ses difficultés. Mes parents ont fait face à leurs propres conséquences. Sans la maison, ils avaient déménagé dans une petite location en périphérie de Rennes, loin de la maison qu'ils avaient essayé de contrôler. La nouvelle s'est répandue rapidement, et notre communauté soudée, des voisins comme Madame Duval et Monsieur le maire, qui m'avaient soutenu, n'ont pas caché leur déception. La réputation de mes parents, autrefois solide, s'est effondrée lorsque les gens ont appris qu'ils avaient caché les souhaits de mon grand-père. Ils avaient également des difficultés financières, sans propriété à utiliser comme levier et avec des frais de justice s'accumulant à cause de leurs tentatives infructueuses de contester la vente. Je ne connaissais pas les détails, et je ne voulais pas les connaître. Leur choix les avait menés ici, et j'avais fini de porter leur fardeau. Chloé est devenue mon ancre, me contactant régulièrement, ses instincts d'avocate toujours vifs. Elle avait finalisé les procédures légales, s'assurant que les ventes restaient valables et que mes droits étaient protégés. Un jour, autour d'un café, elle a souri et m'a dit « Tu es plus forte qu'ils ne l'ont jamais cru ». J'ai souri en retour, sentant la vérité de ses mots. J'avais passé des années à me sous-estimer, à tout verser dans une maison que je pensais me définir. Mais cette épreuve m'a appris quelque chose de plus profond. Ma valeur n'était pas liée à cet endroit ou à leur approbation. Elle résidait dans ma capacité à me défendre, à tracer une ligne, à me choisir. Fixer des limites a été la leçon la plus difficile. Couper le contact n'était pas une question de colère. C'était une question de protection de ma paix. J'avais trop donné, trop longtemps, essayant de plaire à une famille qui ne me voyait pas. Maintenant, je savais mieux. J'ai marché dans les rues de Rennes, le long du lac, me sentant plus légère. La vie que je construisais n'était pas parfaite, mais elle était la mienne, construite selon mes propres termes.